Vous avez certainement dû entendre parler d'un nouveau drone qui va sortir et qui s'appelle, comment déjà? Le Mini 3 Pro. Alors déjà, ce nom est assez marrant pour moi parce que bon, ça sous-entend qu'il y aura un Mini 3, mais apparemment, il ne sera pas dévoilé en même temps que le Mini 3 Pro. Mais moi personnellement, j'ai un Mavic 3 et du coup, c'est pas un Mavic 3 Pro alors que le Mini 3 est un Mini 3 Pro. Donc voilà. Les façons de parler de DJI. Après, ce qui est vraiment intéressant avec ce drone, c'est qu'il montre en fait le futur de DJI. Et on va parler bien évidemment, comme beaucoup de gens avant, de ce petit drone qui devrait être très intéressant et très innovant. Et l'intérêt d'avoir un drone miniature, c'est aussi de nous montrer ce que pourra faire DJI dans le futur avec des drones plus gros. Et c'est pour ça que ce nouveau drone sera vraiment très intéressant. Je suis venu ici pour prendre des images avec le Mavic 3 pour ma vidéo de qualité d'image du Mavic 3 qui viendra bientôt puisque je vais la monter en même temps que celle-ci. Je profite de cette vidéo pour faire en même temps, parler de la qualité du Mavic 3. Et une chose qui m'était jamais arrivée ici, c'est que j'ai des problèmes à capter les satellites. C'est pas forcément toujours stable. Donc aujourd'hui c'est mieux, mais la fois dernière où vous allez voir des images ici, j'ai des petits problèmes. Donc j'espère qu'il n'y aura pas ça dans le Mini 3 Pro, qu'ils auront réglé leur erreur. Apparemment ce serait un composant qui a été pris parce qu'il y avait des problèmes bien évidemment d'approvisionnement. Et donc ce ne serait pas la même puce apparemment d'acquisition de satellites qu'il y aurait dans le Mavic 3 par rapport au R2S et au Mavic 2 Pro. Donc j'espère qu'ils auront corrigé ça dans le Mini 3 Pro. Donc voilà, on va commencer bien évidemment cette vidéo. Et pourquoi je dis que c'est intéressant cette miniaturisation? Donc j'avais jamais vu ça dans le Mini 2, puisque c'était plus ou moins des versions plus petites des anciens drones. Mais là on a vraiment une évocation un peu du futur de DJI. Certains n'aimeront pas puisque le drone a un look qui ne leur plaît pas du tout. Mais je pense que c'est vers ça que tend DJI, tant du look du Mavic 3 et maintenant du look de ce Mini 3 Pro. D'un côté, je trouve que le Mavic 3 ressemble à ce qu'on appelle un axolot. Donc je vais vous mettre une photo. Et le Mini 3 Pro, c'est vraiment une grenouille, donc avec ses deux gros yeux qui sortent et une petite bouche, donc et l'aération qui devrait servir à la motherboard, donc la puce qui permet au drone visible de marcher au final. Comment on appelle ça? La carte mère au final, voilà, en français. Et en dessous, la grosse grille d'aération, c'est celle qui a, bien évidemment pour la batterie, c'est exactement la même chose sur le Mavic 3. Donc si vous vous inquiétez des poussières, normalement celle du dessus, elle va être filtrée. C'est juste pour qu'il y ait de l'air sur la carte mère. Et en dessous, c'est pas filtré parce que vous enlevez la batterie, vous pouvez enlever ce qu'il y a dedans. C'est juste pour rafraîchir la batterie donc pendant le vol. Donc voilà, c'est ça qu'il va y avoir avec ça. Mais ce que vous voyez peut-être, c'est que on va parler aussi des capteurs juste après, mais la gimbal a un tout nouveau design, donc c'est un bras double au final, avec la caméra au milieu, donc dans un design plus standard, mais celle-ci va pouvoir se mettre en vertical et pouvoir aller beaucoup plus vers le haut, puisque les yeux sont, ça vraiment poussé sur les côtés. Après, il faudra voir, parce que peut-être que ça gênera aussi le 24 mm, ces deux yeux, donc on verra ça lorsque le Mavic 2 Pro, 3 Pro, le Mini 3 Pro pardon, sortira. Voilà, je me perds un peu dans les noms. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a un nouveau système d'amortissement de gimbal, parce que lorsque le drone vole, en plus de la gimbal, il lui faut un amortissement pour éviter ce qu'on appelle le wobbling et aussi éviter les mouvements parasites des moteurs qui font un peu vibrer le drone. Et donc il y a sur un drone ce qu'on appelle un dampener, un dédampener. Sur le Mavic 3, il y a tout un châssis derrière qui va glisser et donc à la fin il y a deux bouts de caoutchouc qui sont en dessous pour protéger ça. Ça doit être la même chose sur le R2S et le 2 Pro. Mais ici, c'est un tout nouveau système où c'est directement les bras de la gimbal qui sont supportés par ces dampeners. Donc à voir si ça marche, ces amortisseurs, à voir si ça marche. Mais si ça marche, cette miniaturisation pourra permettre à d'autres drones d'être beaucoup plus simples au final et plus petits malgré tout, alors que ce n'était pas vraiment le cas avant, et aussi
potentiellement plus solide, mais voilà, il faudra voir ça lorsque on verra les gens qui auront craché ce Mini 3. Et donc c'est quelque chose de vraiment intéressant, ces possibilités, c'est qu'on voit vraiment que ce Mini 3 Pro, c'est pas juste une version maintenant plus petite des autres drones, c'est vraiment le futur de DJI. Donc c'est un peu dommage qu'on n'ait pas déjà vu apparaître ça sur le Mavic 3. Mais bien évidemment, le Mavic 3 a des choses que n'ont pas le Mini 3 Pro. Donc sur ces choses-là, c'est les capteurs d'obstacles. Ils sont assez particuliers, ils ont l'air un peu supérieurs, au moins ceux de devant, à ceux du R2S. Je pense que ceux de derrière sont exactement les mêmes que le R2S. Donc ses yeux, en fait, juste derrière, il y a d'autres capteurs d'évitement d'obstacles. Après, ses placements, ça ne sont pas forcément le mieux. S'il y a un truc qui arrive vraiment, au milieu du drone, je ne suis pas sûr que les capteurs d'obstacles le voient tout le temps, mais ça on verra en marche arrière. Mais ça on verra. Et donc les capteurs avant sont les mêmes que le Mavic 3, mais à un endroit assez particulier. Donc je vais vous montrer. Hop, et c'est ça qui est assez marrant. Bonjour. C'est ce qu'on voit ici au final, et donc ça fait pratiquement une bouche, donc on pourrait mettre ça. En fait, ça fera pratiquement la tête du Mini 3 Pro au final. J'aime pas trop filmer quand il y a des gens. Et donc voilà, c'est ces capteurs-là, on peut les reconnaître parce que en fait, il y a une espèce de comme d'un d'engrenage à l'intérieur, et donc c'est des capteurs grand angle, contrairement aux capteurs qui vont être ici, donc qui sont des fisheye au final. Pardon. Il n'y a pas pour moi de bonne ou de mauvaise solution, parce que si par exemple c'est les mêmes caméras qu'il y a, puisque c'est des capteurs optiques, dans les deux systèmes d'évitement d'obstacles, peut-être que celui-là est mieux, mais sur une largeur plus faible, parce que je pense que les fisheye, ça permet d'en avoir moins, sauf que comme sur un appareil photo, on a moins de définition, plus on a un champ large, donc c'est peut-être ça qui fait que certaines fois le DJI Mavic 3 ne voit pas certains obstacles. Après, c'est peut-être, complètement faux ce que je dis, et il sera de toute façon meilleur que le Mini 3 Pro, parce qu'il n'a pas le même APAS, puisqu'on sera sur APAS 4 ici, donc le même système d'évitement d'obstacles qu'on a sur le R2S, qui permettra, enfin c'est juste le système d'évitement d'obstacles, donc vous pourrez utiliser l'évitement d'obstacles en manuel, en vol normal, donc c'est ça qui va être intéressant, sauf qu'on n'aura normalement pas l'évitement sur le dessus, et sur les côtés. Ce qu'on a sur le Mavic 3, il faut quand même faire attention bien évidemment, et donc voilà, ça reste vraiment très intéressant. On a un nouveau design, encore une fois, DJI innove là où par exemple son concurrent direct, le Nano Plus, puisque ce sera le Nano Plus au final son concurrent, puisque son capteur est de 1,13 et le Nano Plus est légèrement plus grand, 1 sur 1,28, donc ce qui fait 1,80 contre 1,76 je crois, un truc dans le genre. Donc le capteur du Nano est plus gros, mais le Nano au final est une copie de DJI, alors que maintenant le Mini 3 Pro est complètement novateur dans son design. Voilà. Une chose que je n'avais pas dit dans son design et qui est assez marrante, c'est que pour moi un des avantages de DJI par rapport à Autel, c'est leur système de bras en fait qui va se déplier en fait comme ça, parce que ça permet, une fois que le drone est replié, d'avoir un drone qui prend pas vraiment de place, mais qui peut avoir une garde au sol assez élevée, alors que le système Autel, où vous avez que des bras qui se plient sur le côté du drone, ça fait que les pieds ont besoin d'être très hauts, et par exemple sur le Evo Light Plus, le problème c'est que la gimbal est grosse et en fait elle tape le sol, alors que ça c'est pas le cas sur les DJI. Et ce qui est assez marrant avec ce Mini 3 Pro, je sais pas comment ils ont vu la chose, mais au final les bras, en plus je parle de garde-sol, mais le Mini 3 Pro on verra après, il y a un détail assez particulier, mais les bras sont mis d'une façon, ils sont renversés en fait sur le Mini 3, donc les bras qui se déplieront de haut en bas seront ceux de devant et les autres seront ceux de derrière. Et c'est pour ça que le design un peu penché, il volera un peu comme en fait le DJI FPV, c'est que du coup les bras étant vraiment collés contre le drone, on peut avoir un design assez particulier tout en ayant la ligne de vol qui soit correcte. Et ce qui est assez intéressant aussi avec ça, et j'entends pas beaucoup de gens parler de ça, c'est comme en gros le drone est à plat par terre et les bras n'ont plus de pattes au final, donc je sais pas comment ils vont faire avec les antennes, donc ce sera aussi un truc à voir si le LocuSync 3 marche vraiment très très bien avec ça ou pas. Mais du coup, comme le drone atterrit comme ça, en fait il y a très peu
de chances de vraiment abîmer la caméra à l'atterrissage, ou elle prendra moins cher quand vous taperez sur le sol, puisqu'elle touchera d'abord au niveau des pieds qu'il y a sur la batterie, et comme il y aura 2 autres pieds en dessous à l'avant. Ce qui peut un petit peu gêner, c'est que comme on le voit sur les photos haute résolution qu'on a maintenant, il y a le bas de la gimbal qui touche presque le sol, donc il faudra voir avec ça si c'est pas ça qui va un peu morfler, et voir si ça gêne un peu le drone, si ça tape un peu, il faudra faire des recalibrations ou des choses dans le genre. Mais voilà, on a ce design assez novateur et qui risque de vraiment être très intéressant. On va quand même encore parler un peu des caractéristiques physiques. Je vous ai dit que les antennes, je ne sais pas si ce sera comment dire ça, aussi bon que d'autres drones. Je ne sais pas comment ils vont les placer, s'ils les placeront dans les bras ou s'ils ont une nouvelle technique. Mais c'est novateur, donc voilà, on verra ça lorsque le drone arrivera au final. La dernière chose, c'est la batterie. Donc apparemment, elle donnera 37 minutes pour 68 minutes de charge, ou je sais plus, un truc dans le genre, ce qui est moins que le Mavic 3, puisque le Mavic 3 c'est 1h30, mais c'est 46 minutes, enfin 46 minutes. C'est très difficilement atteignable, c'est en mode normal en n'allant pas très vite, parce que en mode ciné et en mode sport, en mode sport, vous pouvez compter 25 minutes, voire moins. Vous voyez la batterie, souvent moi elle m'indique 22 minutes en général, mais dès que je m'arrête, ça reprend un peu plus, parce que le mode sport draine vraiment beaucoup la batterie. C'est ça que dit pas DJI, vous pourrez vous dire oui c'est optimal, et lorsque vous faites ci, ça, en fait il y a moins d'autonomie de batterie. Mais du coup, ce qui va être intéressant, c'est qu'on a cette batterie 259 grammes, 249, non, 49, enfin voilà, qui fait que le drone sera en catégorie qui lui permettra d'aller partout. Et c'est aussi un des intérêts que certains ne voient pas avec le DJI Mini 3 Pro, c'est qu'on s'approche de caractéristiques pro en étant capable de se dire, voilà, là je ne vais pas pouvoir voler ici. Est-ce que je prends juste le Mini 3 ou en plus le Mini 3 Pro? Et ça, généralement, les gens sera plus discret, et on n'aura pas de problème aussi avec la législation. Donc c'est aussi un des intérêts de ce drone, tout en ayant des caractéristiques plus pro que DJI n'a jamais mis sur d'autres drones mini, et même pratiquement sur le R2S. Enfin, le R2S restera au-dessus. Mais il y a aussi une autre batterie, et cette batterie-là, elle va vous permettre de faire normalement 47 minutes de vol, donc ça donnera la même chose que sur le Mavic 3, donc potentiellement vraiment 35 minutes sûres si vous n'utilisez pas trop le drone de manière intense. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant, et au final, si vous avez besoin d'autonomie et que vous avez passé votre test, il est vraiment très très facile, donc je vous engage à le faire. Il faudra juste enregistrer votre drone et mettre potentiellement votre numéro utilisateur sur le drone, mais comme il ne fera pas plus de 900 grammes, en théorie, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous êtes juste obligé d'enregistrer votre drone. Et donc voilà, ce sera quelque chose d'assez intéressant. Vous pouvez voler avec votre batterie 249, et dès que vous avez besoin de plus, utiliser la batterie supplémentaire. On ne sait pas à quel prix elle sera, il n'y a pas encore de photos, il n'y a pas encore de prix, donc on ne sait pas si elle sera vendable tout de suite. Donc voilà. Et donc que dire de plus après sur ce petit drone? Il n'y a pas vraiment d'autre chose à dire. On reviendra peut-être sur certaines caractéristiques physiques après, mais en parlant des caractéristiques techniques du drone. Alors je ne me suis pas vraiment renseigné là-dessus, mais il semble que ce soit le même capteur que sur le R2 de première génération, un 48 millions de pixels qui est en fait un quad Bayer de 12 millions de pixels. Donc normalement les 48 millions de pixels, il faudra voir, mais au moins on aura une très très bonne qualité de 4K en 12 millions de pixels s'ils ont amélioré le processing. Et donc normalement avec le Dual ISO, je pense qu'ils utilisent vraiment le quad Bayer tel qu'il est censé être utilisé. Par exemple sur le A7S3 qui me filme, c'est un quad Bayer. Donc c'est un 48 millions de pixels, mais qui n'est pas vendu comme un 48 millions de pixels, puisque le quad Bayer sert juste à améliorer le processing dans le bruit potentiellement. C'est pas officiel, mais quelqu'un ayant démonté un capteur d'A7S3 pour, enfin, le filtre de l'A7S3 pour le nettoyer ou pour faire je sais pas quoi avec, a vu que en fait la matrice des photosites était par 4 au lieu d'être par 1, parce que si vous savez comment marche une matrice de Bayer, on a deux verts et un rouge, un bleu qui forment un carré au final. Et donc tous ceux qui diront que pour faire un pixel on divise une définition par 4, c'est pas le cas. C'est que en gros ils sont calculés plusieurs fois en fait. Il faut en gros en prenant 2 photosites on peut faire plus qu'un pixel, on peut souvent faire 2.
J'ai fait une vidéo là-dessus, vous pourrez la voir. Et du coup, ce quad buyer a le potentiel de pouvoir avoir si le programme est bien écrit, hein, encore une fois, pouvoir apporter moins de bruit. Et ce dual ISO, c'est potentiellement quelque chose d'assez intéressant à voir le profil normal, comment il sera. On aura aussi du dessiné-like, donc qui peut être intéressant, mais c'est pas un log non plus, donc c'est potentiellement un profil plat qui aura vraiment plus de bruit, parce que ce qui est marrant, ce que j'ai constaté, et donc j'en parlerai dans ma vidéo de qualité d'image du Mavic 3, c'est que le log a moins de bruit que le profil normal, exposé exactement de la même façon, ce qui est un peu étonnant pour moi. Mais donc là, le dessiné-like, il faudra voir ce que ça donne dans les zones où un log est censé être utilisé, à savoir dans des zones avec des petits problèmes d'exposition. Donc ça vous permettra potentiellement d'avoir des fois dans des situations difficiles un profil plat qui vous aidera un petit peu, mais ça restera du 8 bits, donc ça restera un profil comme un autre, hein, donc il faudra faire attention vraiment, ce ne sera pas magique non plus, mais au moins il a le mérite d'être là, et il faudra que je travaille là-dessus pour voir si c'est vraiment quelque chose d'intéressant. En théorie, je travaillerai quand même qu'avec ça, puisque je préfère un peu pouvoir modifier mes couleurs. Donc en gros, ce sera, comment dire ça, un peu comme un LUT, enfin comme un profil log avec un LUT dessus, mais après il faudra juste augmenter le contraste, la saturation, et un peu changer les couleurs suivant ce que vous voulez. Donc ce sera un peu un résultat un peu fini, donc d'où le profil plat, mais avec un petit peu de réglage en plus. Et du coup, je savais que j'avais pas fini de parler de caractéristiques physiques du drone, mais voilà, on peut parler de caméra en même temps. C'est un 24 mm, mais à f1.7 et j'en vois beaucoup se réjouir, et moi je trouve pas ça très réjouissant pour la partie du moins vidéo. Même photo, ça sera un petit peu compliqué certaines fois, même si du coup on a accès on pourra aller à 100 ISO, mais c'est comme par exemple Max de Mon Sport l'a indiqué, être à f1.9 sur son Nano Plus, qu'on fait qu'en plein soleil, vous avez des images surexposées. Et donc, j'ai pas vu DJI montrer un set, encore une fois, donc il faudra l'acheter séparément, j'imagine, chez des fabricants tiers, donc j'espère que ça arrivera vite, des filtres ND. Et donc, moi, j'utilise la règle des 180 degrés, donc je filme. Donc, tout ce que vous voyez ici, c'est filmé au 1/50e de seconde à 400 ISO en log. Et donc, en log, quand je suis en ND32 en plein soleil, je suis obligé d'être à F9, F11 pour avoir quelque chose de correct. Donc ça veut dire que si je prendrais ce Mavic Mini, ce Mini Pro 3, il faudra que j'ai des filtres ND au minimum 64 voire 128 en plein soleil. Et dès que ça dégringolera, il faudra que j'ai plein de sets de filtres ND pour pouvoir avoir quelque chose de pas cramé dans mon image. Ce qui sera le principal problème de ce drone, si vous l'utilisez en tant que professionnel, ce sera ces ND où il faudra avoir une large palette. Après, ça pourra apporter une image plus qualitative, bien évidemment, parce que le rendement sera bien meilleur pour la taille du capteur. Mais c'est pas vraiment, quelque chose sur un drone qui est le plus utile, cette ouverture très très grande, parce que la profondeur de champ, une petite profondeur de champ, je trouve qu'en drone, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, c'est de pouvoir décrire son environnement et d'avoir ce mouvement qui permet de rentrer plus facilement dans l'image. Là où par exemple, lorsqu'on filme avec une caméra fixe, c'est bien d'avoir quelque chose qui se détache parce que vous n'avez qu'un seul sujet devant vous. Voilà. Mais du coup, vous aurez au moins un set qui vous permettra, dans des situations assez sombres, de ne pas avoir à monter beaucoup les ISO, donc d'avoir quand même une qualité assez intéressante en coucher de soleil en France, hein, puisque bien évidemment, il faudra vérifier que j'ai une chenille qui bouge, donc je suis un peu attiré par ça. Donc en France, voilà, ce sera 30 minutes après le coucher et 30 minutes avant le lever du soleil. Et c'est très simple, hein, pour vérifier ça, d'ailleurs, j'ai mis ça où vous prenez votre téléphone, vous téléchargez je ne vais pas vous en indiquer là, je vous le mettrai peut-être dans la description, une application qui vous permet de voir où est le soleil et à quelle heure il se couche et il se lève. Donc du coup, ça vous permet d'être vraiment dans les clous si vous avez, juridiquement, potentiellement des problèmes, on va dire ça comme ça. Donc voilà, essayez de pas non plus être là, je vais rester vraiment jusqu'à 30 minutes après le coucher du soleil.
parce que c'est le coucher du soleil, hein. C'est le soleil que vous ne voyez plus, même si on voit encore de la lumière, c'est le coucher du soleil qui fait office de. Donc c'est pour ça qu'il faut une application pour vraiment voir quand le soleil se couche, pour avoir quelque chose sur lequel tabler lorsque vous devez vous expliquer au cas où. Donc voilà, ce F1.7, ça peut être intéressant, mais en plein jour, donc la quasi-totalité de l'utilisation, ce sera quand même des fois un petit peu un problème. Pour finir avec la vidéo et pouvoir passer juste après à l'évitement d'obstacles ou surtout au tracking, qui va être assez intéressant, mais moi c'est pas vraiment ce que j'ai envie de tester parce que j'ai vu toutes les images de drones qui se crashent et c'est pas uniquement dû au Mavic 3, hein, c'est que les gens ne le faisaient pas avec le R2S ou le R2S suivant toujours une trajectoire droite et il y a beaucoup moins de chances de taper dans des arbres. C'était en qualité vidéo et pourquoi j'y ai pensé au moment du tracking, c'est que bien évidemment il faudra voir si les deux sera compatible en 4K. Donc voilà, parce que par exemple le Mavic 3 n'a pas sa 5,1K. Mais si le processing est déjà fait sur le Mini 3 Pro, ça se trouve on aura quand même la 4K en tracking, mais sinon on doit avoir de la 1080, donc voilà, il faudra voir avec ça. Mais ce que j'ai envie de savoir et que j'aimerais bien, c'est savoir si on a la 4K cinéma sur le Mini 3 Pro, et ce sera quelque chose d'assez intéressant, même pour ceux qui filment en UHD, parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, hein, pour rappel, le C4K c'est un format un peu plus, je ne sais pas quel ratio c'est, mais c'est un format un petit peu plus large sur les côtés. Et pourquoi je dis plus large sur les côtés? C'est parce qu'on peut mettre l'UHD dans le cinéma 4K, donc c'est pour ça que je veux l'avoir sur le Mini 3, c'est qu'on peut toujours faire de l'UHD tranquillement. Par exemple, je pourrais toujours utiliser mon A7S3 qui est beaucoup plus cher que le Mavic 3, mais qui ne fait pas, lui, de cinéma 4K, ce qui est un petit peu dommage au final. On peut le faire avec les 12 millions de pixels du Mini 3 ou de ce A7S3. Donc voilà. C'est quelque chose que j'aimerais bien voir. Hein, pourquoi je dis qu'on peut mettre de l'UHD? Parce que c'est 4096 sur le même ratio en hauteur. Donc si on recoupe sur les côtés, on se retrouve avec exactement les 3900 et quelques. Je ne sais plus combien c'est exactement le 4K UHD. Puisque à chaque fois je me renseigne en allant sur Google, c'est terrible hein, pour la mémoire maintenant d'avoir ça, mais voilà. Donc maintenant passons au tracking, je ne vais pas faire de transition où je vais couper la caméra. Le tracking sera assez intéressant, on est sur le même genre de tracking qu'on aura sur le R2S, mais sans les capteurs sur le haut. Donc voilà, il faudra juste faire attention à ça, mais en général le tracking, il ne va pas essayer de voler en se levant. Ce qu'il faut savoir du coup, si c'est le même tracking que le R2S, on n'aura pas la capacité qu'a le Mavic 3, c'est de se mettre sur le côté, qui est plutôt intéressante. Moi je ne testerai pas, comme je vous l'ai dit, en forêt, ce truc-là, parce que j'ai pas envie de casser mon drone, et je trouve que c'est tenter un peu le diable avec ça. Donc il faudra peut-être suivre d'autres gens pour voir ça. Moi je ferai que des tests de suivi, vraiment, où je marche dans, par exemple, les champs, pour un peu illustrer, voir, voilà, je suis là-bas et tout ça, ça marche vraiment très très bien de ce côté-là, le suivi. Mais je vais pas essayer de faire des trucs à la Skydio où on essaye de, voler entre des branches d'arbres et se dire, voilà, c'est cool, le drone sait faire ça. Quand on voit que des capteurs optiques ne sont pas capables de quand même tout voir, et même un Skydio est capable de se vautrer quelquefois, où le tracking n'est pas vraiment fluide sur des drones pour filmer, que sont les Mavic 3 et les drones DJI en général, avoir un drone qui fait tout le temps ça, au final, c'est pas vraiment, ça fait pas vraiment très doux, et donc c'est pas très intéressant, parce que ce qu'on veut en drone, c'est avoir des mouvements assez doux, et c'est ça qu'on doit toujours travailler, même quand il fait froid et qu'on a les doigts qui deviennent durs. Donc voilà, du côté du suivi, ce sera comme le R2S, mais au final, on devrait avoir une capacité d'évitement égale au R2, même si on a la capacité de calcul du R2S. Donc je ne sais pas comment ils vont faire ça, puisque on n'a pas les capteurs sur le haut. Je ne sais pas si les capteurs arrière sont capables de, de voir en l'air. Puisqu'en fait, ils ont l'air orientés parce que le drone vole comme ça en fait. Après, je pense qu'on n'a plus grand chose à parler sur le drone. Bon, il y a toujours, maintenant il va y avoir ces modes hyperlapse qui apparemment étaient absents des anciens Mini. Mais moi ça m'intéresse pas vraiment parce que je l'ai fait sur le Mavic 3.
je trouve que c'est pas, comment dire ça, le problème c'est que il y a beaucoup de vent ici et ça me poussera à parler. Bah, voilà, du seul problème que je vois avec le Mini 3 Pro, c'est que même avec le Mavic 3 qui, lorsque vous filmez à 24 mm, il n'y a aucun problème. Lorsque vous prenez des photos en hyperlapse, ça augmente le fait que le drone ou les dampeners, en fait, le vent appuie vachement dessus. Comment on voit un peu le mouvement. Et c'est un peu embêtant. Et donc moi, ça me perturbe d'avoir comment dire ça, ces hyperlapses qui sont en mode le drone bouge tout le temps. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que, enfin, c'est assez marrant puisque le Mavic 3 a un problème de, comment dire ça, c'est pas vraiment un problème, mais lorsque il fait son return to home, il avance et il va pas forcément à la même vitesse et du coup ça fait le même effet de, comment dire ça, faire bouger la gimbal sur les supports en caoutchouc et donc on a le drone qui fait ça, la vidéo qui fait ça. Et donc je sais plus pourquoi je parlais de ça au final, c'était pour l'hyperlapse. Et donc on devrait avoir tous les modes panorama, évidemment on aura des photos en RAW. Et donc on va parler du petit problème que va avoir ce Mini 3 Pro et que beaucoup de gens disent mais non mais donc la miniaturisation c'est cool, mais moi j'habite en Île-de-France et donc c'est un endroit où je sais pas si c'est parce que c'est vallonné chez moi, il y a tout le temps du vent. Absolument tout le temps, et c'est pour ça que je trouve que le Mavic 3 est magique, il m'a jamais abandonné. Si vous avez vu ma vidéo de test, vous avez vu que des fois le vent est tellement fort que le Mavic il cabrait comme ça, c'est un petit peu compliqué. Donc il faudra voir si le Mini 3 Pro sera intéressant de ce côté-là, ou si genre dès que je passe un côté de forêt et que j'essaie de voler un petit peu au-dessus, le drone fait wouhou, et ça il tiendra forcément au vent, mais si ça se voit dans les plans, mais enfin, au final ça reste intéressant parce que c'est un petit peu l'intérêt du problème qu'il a, c'est de pouvoir être assez léger pour ne pas tuer quelqu'un ou le blesser gravement lorsqu'il tombe, parce que c'est ça vraiment l'intérêt d'un drone de 249 grammes, parce que je vois pas sinon le problème d'un drone plus lourd. Bon, après c'est vrai que des drones c'est jusqu'à 2 kg, entre 900 et 2 kg. 2 kg, si vous le prenez sur la tête, vous allez commencer à avoir des petits problèmes. Donc, vous allez me dire, mais j'ai pas parlé d'un truc, une autre grosse innovation. Alors, disons que on voit le futur de DJI par là, et c'est dommage pour moi parce que, d'ailleurs, là, ouais, je regarde si moi j'ai mon téléphone. On parle de téléphone, donc c'est la nouvelle RC qui va sortir, donc normalement, beaucoup moins cher que la RC Pro, parce qu'elle sera proposée dans un bundle avec le Mini 3 Pro qui devrait être genre dans les combien 170 € plus cher, un truc dans le genre, je sais pas exactement, mais voilà, ce sera moins cher que de l'acheter toute seule et c'est une des raisons, ou la raison principale qui me ferait acheter ce Mini 3, c'est d'avoir la RC Pro, d'avoir le prix du Mavic Mini, enfin du Mini 3 Pro qui se grignote un peu, et comme ça moi j'y gagne un drone qui sera un drone de secours intéressant pour le Mavic 3, même s'il n'atteindra pas du tout la même qualité d'image. Et donc du coup on va parler un petit peu de cette RC Pro. Pourquoi je dis c'est le futur de DJI? Parce que si vous ne le savez pas, c'est pour ça qu'on n'a pas DJI Fly sur l'Android Store, et je pense qu'ils s'imaginent qu'avec les nouvelles lois américaines qui interdit plein de choses à DJI, on va se retrouver avec aussi l'Apple Store qui va ne plus avoir DJI Fly, et donc ils se sont décidés à faire cette nouvelle RC, je pense, pour se détacher des téléphones, ce qui est dommage, parce que moi je vais en racheter un pour pouvoir utiliser le Mavic 3. Donc voilà, mais donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle n'est pas beaucoup plus grosse au final, contrairement à ce que je pensais, qu'une RC N1, avec un écran qui sera assez large, après à voir s'il sera assez lumineux, puisque il faudra que je teste si j'ai un pare-soleil maintenant pour la RC N1, si c'est pas au final plus simple d'utiliser le pare-soleil sur la RC N1 que cette RC, mais au final c'est pas tant une radiocommande au rabais par rapport à la RC Pro, donc on aura, on n'aura pas les grosses antennes, donc je ne sais pas si ce sera aussi loin
que la RC Pro. En tout cas, ce sera une OcuSync 3, pas 3+. Donc je ne sais pas ce que ça apportera. Et si encore une fois avec les antennes du Mini 3, où on ne sait pas où elles sont au final, ça marchera correctement. Mais donc, comment je dis, ce ne sera pas au rabais non plus, parce que au moins on devrait avoir les touches customisables derrière, ce qui est un plus, surtout pour ceux qui veulent comme ça. Je vais peut-être tester comme ça, puisqu'il y a des moments où on ne peut plus tenir le stick, et donc peut-être que cette méthode est plus fine pour au final voler et donc pouvoir toucher ces contrôles en arrière. Et ça permet aussi, lorsque vous voulez, si vous avez les boutons derrière, de pouvoir pas lâcher le joystick ou pas avoir un doigt qui doit se balader ailleurs que sur la radiocommande au final. Donc ça me permettrait, moi qui vole en automatique, de pouvoir faire un AE-lock lorsque je sais que le changement d'exposition va se voir, puisque normalement si vous faites de la translation, par exemple si vous filmez le soleil au coucher du soleil mais vous voulez voir l'autre côté, l'exposition va certes changer, mais comme vous faites une translation, en fait ça ne se verra pas. C'est vraiment si comme on baisse beaucoup en EV, on augmente beaucoup en EV, que ça se verra, donc plus du sol vers le ciel. Donc c'est pour ça que je lance dans automatique, et c'est pour ça que j'ai besoin de cette AE-lock qui soit derrière. Donc encore une qualité de cette RC au final. Apparemment, on a un flap qui montre qu'on a un HDMI et un autre port, je ne sais plus quoi, et un port SD. Donc on pourrait enregistrer directement ce qui se passe sur la RC. Donc ce sera quelque chose d'intéressant pour montrer, faire des tutos sur la passe, sur le tracking, sur des choses dans le genre. Donc vraiment une très très bonne télécommande. Parce que ce qui va être intéressant aussi, c'est de ne pas avoir marqué à un endroit ce que vous utilisez comme enregistrement, ou avoir le display du téléphone, ou par exemple moi le problème que j'ai, c'est que si je commence l'enregistrement à la base de mon téléphone, en fait quand je vais dedans, c'est toujours le format haut, mais mis bizarrement dans un format 16/9 dans l'autre sens. Donc en fait j'ai des grosses bandes noires sur les côtés, et le format d'enregistrement est 1299 par je sais plus combien, donc le format je pense natif de l'écran. Mais du coup, ça me donne une petite bande au milieu qui est très peu définie. Donc voilà, il n'y aura plus ce problème là avec la RC. Mais après, c'est que pour mon utilisation personnelle. Donc voilà, vous voyez ce que ça peut vous apporter à vous. Une particularité de cette nouvelle RC, c'est qu'apparemment, comme la RC Pro, c'est des nouveaux sticks qu'il y a dessus. Donc en fait, le filetage est sur la partie, et pas sur la tige au final. Voilà, donc ce ne sera pas possible de mettre vos sticks de RCN1 sur la RC Pro au final. Et donc voilà un peu ce que j'avais à dire. Ah oui, les prix au final. Donc le drone pourrait être vendu seul pour ceux qui ont le Mini 2 et qui ne veulent pas avoir 15 RCN1, ce qui est assez intéressant. Donc c'est 739 €. C'est un prix un peu salé, mais ça me rassure sur le fait de ce que j'ai dit sur le Mavic 3, c'est que plus c'est qualitatif, plus vous devrez payer cher au final. Et à cause de la crise, vous devez payer cher parce qu'il y a aussi le transport et les pièces que vous allez payer. Je ne veux pas vouloir juste un drone pas cher parce que vous allez le cracher. Ça reste une pièce de technologie qui est plus difficile, aussi compliquée à faire qu'un appareil photo, voire plus compliqué, puisque ça demande toute une partie logicielle en plus de l'exposition sur la façon de voler. Voilà. Donc faut vraiment le payer au final. Et donc on sera sur 829 € avec la RCN1, sur 999 avec la RC Pro, la RC pardon. Donc voilà, à voir combien elle coûtera toute seule, mais encore une fois, je pense qu'elle sera plus chère. Et donc ce qui est assez marrant, c'est qu'au final, avec le prix qu'elle a l'air de coûter dans le bundle, donc c'est 739, 800, 200 et quelques, elle sera vendue plus cher, il semble, évidemment toute seule. Donc voilà, ça ferait faire dans les 400 € la radiocommande, je pense. Et je sais pas si elle sera vendue toute seule tout de suite. Je pense qu'ils vont encourager, même si elle est compatible avec le R2S et le Mavic 3, ça sera obligatoire, je pense, j'espère, qu'elle sera vendue qu'avec le Mini 3 Pro, pour que beaucoup de gens qui la veuillent tout de suite achètent ces drones, quitte à les revendre juste après.
Voilà, marketing, hein. Comme d'hab. Mais je sais pas si elle sera pas plus chère au final toute seule. Voilà, je vais pas comment ça, aller dire des trucs qui ne sont pas vrais. Et le Flymore serait comme à la bonne époque du Mavic 2 Pro, que je n'ai pas connu, hein, serait séparément. Donc c'est quelque chose de bien, puisque vous n'avez pas d'argent, ou comme moi, vous préférez vous acheter des ND à côté, et ben vous pouvez ne pas prendre le Flymore combo, puisque si le sac vous vous en foutez au final, acheter 2 batteries séparément, c'est pas non plus la mort. Il y aura peut-être le hub de chargement qui sera intéressant, et comment peut-être que s'il y a cette nouvelle batterie plus grosse, potentiellement, je ne sais pas, ou plus lourde déjà, vous pourrez l'acheter à la place de ce Flymore. Il y a plein de vie ici. Et voilà, vous serez content, donc tout le monde sera content, parce qu'on n'est pas obligé d'acheter le Flymore combo pour avoir plein de trucs dedans qui ne vous servira pas, ou si au final vous vous dites « Ah, comme moi je pourrais vouloir abandonner le sac du Mavic 3, on ne sait jamais », eh ben, je ne peux pas racheter juste le Flymore. Donc c'est quelque chose de cool de ce côté-là. Donc moi je vais finir cette vidéo qui sera au final vraiment très très longue, hein. Je voulais pas parler du Mini 3 Pro avant d'avoir les spécifications, parce qu'on n'a pas les spécifications complètes, hein. Tout le monde dit wow, les spécifications complètes. Je ferai d'ailleurs une vidéo assez, j'imagine, rébarbative pour certains, mais intéressante pour d'autres, où je verrai vraiment la liste de spécifications pour dire ah c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc voilà, on va se retrouver pour cette vidéo, et bien évidemment pour normalement un test de ce Mini Pro 3. Et moi je veux dire salut et à bientôt dans le Chambres de Goupil, et moi je me retrouve exactement où j'ai commencé la vidéo.